protocole, je vous prie d'accueillir les professeurs Jean-Paul Pougala et Aziz Fall, s'il vous plaît. Notre conférence dédicace, comme on dit, a pour thème le nouveau panafricanisme. La dédicace est liée à l'ouvrage du professeur Jean-Paul Pougala, Géostratégie africaine, le tome 1. Je suis convaincu que chacun de vous a son exemplaire. Ok, c'est bien, merci. En filigrane, il s'agit essentiellement de s'interroger sur l'Afrique de demain, celle que, bon, généralement, j'aime bien dire une Afrique de demain, mais qui se prépare déjà dès aujourd'hui, donc qui se prépare, pourquoi pas, dès ce samedi 22 septembre à Montréal. Je vais donc inviter Monsieur Michel Madiba et Philippe Ndjomo à venir vous dire bonjour pendant qu'ils arrivent. Applaudissez-les. Bonjour. Rebonjour. Bon après-midi, chers amis, chers frères et sœurs. Il me fait plaisir, n'est-ce pas, de vous voir si nombreux ce soir, cet après-midi, assister à ce grand dialogue que nous aurons avec nos éminents professeurs. Donc, moi, je suis Michel Madiba du collectif Visa Africa. J'ai à côté de moi le président Philippe Ndjomo de l'association AS Grenet. Comme Cyril l'a dit, ce sont là les deux organisations, les deux associations qui ont bien voulu s'associer, parce que l'Afrique a besoin de ça aujourd'hui, pour organiser cette rencontre. Merci encore, Président, pour nous avoir épaulés, pour s'être épaulés, pour organiser cette cérémonie. Lorsqu'en mai dernier, nous avons conclu avec le professeur l'initiative, n'est-ce pas, de distribuer son livre ici en Amérique du Nord, nous avions en tête un seul objectif. C'était celui de faire passer le message au plus grand nombre. À cette idée de partage se sont ajoutés l'enthousiasme et les encouragements des lecteurs et des acheteurs. Tout cela a été très galvanisant pour nous et c'était le premier élément déclencheur. Mais outre cela, nous avons compris, et vous comprendrez avec moi ou avec nous, qu'aujourd'hui on ne peut pas connaître l'histoire de l'Afrique, sa situation politique, économique et sociale, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, voir l'engagement des éminents professeurs comme M. Aziz Fall ou M. Pougala, et j'en passe d'autres, les Gomez, les Asante et tout ça, la Mamazama. Quand on voit l'engagement de ces personnes, on ne peut que se sentir interpellé. On ne peut que devenir dissident. On ne peut que prendre conscience que quelque chose doit être fait par rapport aux problématiques de l'Afrique. C'est dans ce besoin d'action qui nous a amenés à créer Visa Africa pour souligner, n'est-ce pas, ce sentiment d'orgueil, ce désir profond de changement, mais surtout cette ferme volonté d'implication, car aujourd'hui, nous avons plus besoin d'action, nous avons besoin d'agir. Donc c'est ça qui est à l'origine de cette rencontre aujourd'hui. Cette rencontre n'aurait pas pu être organisée, bien évidemment, vous comprendrez, si nous n'avions le soutien et la collaboration d'AS Grenet, mais bien évidemment de tous les bénévoles, de toutes les associations africaines qui nous ont soutenus, des simples personnes qui nous encourageaient. Tout cela a été pour nous d'un grand apport. Je terminerai aussi en soulignant
toutes les gratitudes que Visa Africa et AS Grenet ont eues à l'endroit du professeur Aziz Fall, qui, dès la première rencontre, à la célébration de la mort de Pius Ndiaye, a accueilli très favorablement notre initiative, corroborant par là son engagement pour une Afrique qui veut se tenir debout, qui se bat courageusement, et comme le dit très souvent le professeur Pourgala, une Afrique qui ne veut plus être en dessous des autres. Et donc, lorsqu'on parle de l'Afrique à Montréal, de son développement dans un lieu intellectualisant comme celui-ci, qui de mieux que le professeur Aziz Fall, de nous mettre en contexte et de mettre en contexte surtout le professeur Pourgala. Je vous invite donc, chers amis, chers invités, à les écouter. Merci. Je vous ai dit, le thème de la conférence était le nouveau panafricanisme, mais c'était surtout de voir de quelle Afrique on parlait et éventuellement quel était le rôle de la diaspora là-dedans. C'est une chance parce que j'ai commencé à voir les travaux de Jean-Paul, hélas seulement depuis 3 ans, et cela a non seulement beaucoup intéressé, mais intéressé beaucoup de gens au sein de notre groupe, le Grilla, et j'en profite justement pour présenter à tous et à toutes les meilleures salutations des membres de notre groupe. L'opportunité qui m'est donnée ici est d'abord un privilège parce que ce n'est pas la première fois qu'on a à parler de ces enjeux, mais c'est probablement la première fois qu'on a un géostratège africain qui prend la peine de comprendre à la fois l'envergure des problèmes extérieurs qui affligent l'Afrique, mais surtout les opportunités qui s'offrent à ce continent à la faveur de la transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce qui est très frappant dans le tome 1 ainsi que dans la pensée de Jean-Paul, c'est qu'il semble comprendre qu'il y a une opportunité offerte pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique par l'irruption de puissances émergentes, principalement la Chine et l'Inde, qui, en bousculant l'hégémonie de l'impérialisme classique, donnent effectivement un changement de carte et des opportunités ouvertes à l'Afrique qui, évidemment, si nous en avons l'intelligence, nous pourrions les utiliser à bon escient. Pour ma part, ces éléments restent toujours des éléments extérieurs, c'est-à-dire que ce soit l'impérialisme occidental ou l'émergence de puissances qui, dans un passé récent, étaient tout aussi affligées que nous par l'oppression capitaliste, eh bien, ce qui m'importe, c'est la façon par laquelle nous pouvons nous sortir nous-mêmes de notre condition. Et donc, je n'attends point des autres puissances la sortie de crise, j'attends des Africains eux-mêmes de nous sortir de notre condition. Pour cela, il faut d'abord que nous comprenions la situation historique dans laquelle nous sommes nous-mêmes émergés. C'est-à-dire que nous avons une grande amnésie du potentiel que l'Afrique a recelé, et c'est pourquoi, dans mes travaux, j'essaie d'attirer l'attention sur le fait que le reste du monde, incluant la Chine, a eu à comprendre et à participer dans l'édification des systèmes mondes ce qu'était l'Afrique. Cette Afrique, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue et elle a été freinée dans les 5-6 siècles. La Chine, c'est un passé beaucoup plus récent, mais l'Afrique a été freinée dans ces 5-6 siècles. Et la question qui nous importe tous, c'est dans quelle mesure nous pouvons sortir de notre condition et avec quel type de stratégie. Le panafricanisme est né en diaspora, de gens comme vous et moi, principalement d'Africains américains, qui ont cru que justement sortir de cette condition était possible en notant qu'on pouvait à la fois lutter de façon organisée. Mon expérience très simple en termes d'organisation, je la puise dans la lutte contre l'apartheid. Et j'ai eu la chance et le privilège de participer à cette lutte. Et je sais que justement, lorsque les Africains et les Africaines s'unissent, lorsqu'ils ont la capacité et l'intelligence de se coordonner dans leurs efforts, il n'y a en fait rien qui puisse les empêcher de réussir. Cette lutte a été sanglante, elle faisait partie de processus de libération. Ma deuxième expérience vient du fait que le développement autocentré a été une des exigences de l'histoire. Il n'y a aucun pays au monde qui ne se soit développé sans autocentrage, que ce soit l'Allemagne ou la Suisse, ou les États-Unis ou la Chine, tous ont réussi à permettre une forme d'accumulation qui leur a permis ensuite de se retrouver dans le marché mondial.
Aujourd'hui, on nous fait croire, avec le néolibéralisme, que le marché mondial est la seule option de sortie de crise de notre condition. Il est impossible pour un continent comme l'Afrique, du moins dans mon analyse, de se développer si son économie est soumise au marché mondial. Il faut que nous réussissions à nous désengager sélectivement de ce marché mondial pour refuser la subordination, pour soumettre les éléments de ce marché aux exigences de notre propre développement et non le contraire. Le contraire, c'est ce qui se passe justement, c'est-à-dire l'ajustement structurel sous l'égide des institutions financières et surtout orchestré par nos élites. Il est à la fois très important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui sur le continent est très très grave. Il s'agit d'une recolonisation. Du moins dans mon analyse, la recolonisation extrêmement brutale du continent africain est une deuxième phase beaucoup plus pernicieuse que la phase précédente. Dans un monde où, justement, biologiquement, il n'est plus possible de se développer de la même façon, et dans un monde où l'Afrique demeure le continent le plus riche du point de vue de ses matières premières. Ces matières premières sont les seules choses qui intéressent les tenants de l'ordre mondial actuel, et j'inclus la Chine dedans. La grande différence que je fais dans mon analyse, c'est que l'ordre mondial préfère l'Afrique sans les Africains, c'est-à-dire l'Afrique des seules ressources. Et donc, nous avons déjà souffert d'un holocauste de l'esclavage, de la colonisation, et la perspective d'être encore ponctionné du point de vue de nos ressources avec la complicité des élites compradors qui nous dirigent, pour moi, reste un des grands impératifs qu'il faut absolument relever. L'Union africaine que nous avons aujourd'hui a été, sous les efforts de la Libye principalement, l'organisation qui jusqu'à présent porte le projet continental. Nous avons eu des ancêtres de l'avenir, comme je les appelle, c'est-à-dire des chefs, des leaders qui, souvent, lorsqu'ils ont voulu soutenir cette ambition, ont été assassinés. Un des derniers est Thomas Sankara, qui, je le rappelle, est la dernière expérience révolutionnaire africaine. Des expériences, il y en a eu récemment, des avancées spectaculaires en Afrique du Nord, qui toutes sont déroutées, court-circuitées par l'impérialisme et par les forces rétrogrades, notamment culturalistes, qui freinent le changement et les avancées populaires de nos sociétés. Il y a différentes façons de voir le panafricanisme. Ma façon est dans une perspective progressiste, certes radicale, mais progressiste. Elle est différente parce qu'elle est basée sur une redistribution, sur un équilibre ville et campagne très différent, sur un rapport différent qui ne remet plus en cause les rapports de la division internationale du travail en temps, c'est-à-dire qui considère que le néocolonialisme, les forces compradors sont des ennemis de notre continent. Dans cette perspective, j'avoue que ma façon de voir reste en marge, c'est-à-dire que j'ai une position marginale par rapport à l'ordre ambiant actuel qui fait croire à l'Afrique que c'est par les affaires et par l'insertion dans le capitalisme que cela est possible. Jusqu'à preuve du contraire, l'histoire démontrera lequel de nous aura raison. Mais il est très important de comprendre que même par le capitalisme, l'Afrique peut se développer. C'est-à-dire que même dans une façon considérable, un état de droit, un état basé sur une redistribution de type capitaliste, de type keynésien, est tout à fait compatible avec le développement. Mais même ça, nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, il est très intéressant d'avoir une analyse comme celle de M. Pougala, parce qu'il s'agit d'une géostratégie, de comprendre au niveau micro du village jusqu'au niveau global à l'échelle mondiale que des choses sont dorénavant à notre portée, que seule notre intelligence, notre conviction et notre capacité de travailler la rendent possible. Et il en est l'expression vivante et je suis donc tout à fait honoré d'être à ses côtés afin de modérer cette conférence. Je vous remercie. Merci de m'avoir invité au Canada. C'est la deuxième fois que je viens ici. J'étais déjà ici en 1990, lorsque je préparais ma soutenance en Italie. Le thème, c'était comment sortir l'Afrique du sous-développement. C'est le titre de ma thèse. Et j'ai passé presque 2 ans au Canada pour compléter ma recherche. Et ces 2 ans m'ont amené notamment dans des villages. J'ai travaillé ici à la coopérative fédérale de Québec. J'étais au couvoir provincial de Victoriaville. J'étais à Stony Point, Pointe-aux-Roches, c'est dans l'Ontario. Et Saint-Isidore de Prescott, je n'ai été que dans les villages. Donc,
parce que j'avais retenu que le Canada me servait à partir de ce qui se passait dans les villages canadiens, pas de ce qui se passait dans les villes. Donc, ce pays, je le connais déjà à partir de ce qui se passe sur le territoire. Je devais juste corriger tout à l'heure, Isma à Douala, c'est le grand Bob Gamwe qui est le fondateur et le directeur. Je ne suis qu'un petit professeur qui enseigne là-bas et dont je donne ma part de contribution parmi tant de valeureux enseignants qu'il y a là-bas. La géostratégie africaine, c'est ce que j'enseigne à ISMA, Institut supérieur de management à Douala. Pourquoi la géostratégie africaine? Il faut que je vous donne un peu d'éléments sur moi-même, au-delà du passage canadien, pour vous expliquer comment je suis arrivé à ça. Souvent, les jeunes me demandent, mais prof, comment vous faites pour connaître tant de choses? Comment est-ce que nous aussi? Donc, je donne un peu des éléments sur moi-même pour que des jeunes qui sont là aujourd'hui, ou bien ceux qui vont regarder notre rencontre d'aujourd'hui sur le net, puissent se faire une idée beaucoup plus précise. Je suis ce qu'on peut appeler dans la société africaine ce qui ne devait pas paraître, le rejeton de la société. J'ai grandi avec le nom de bâtard parce qu'on ne connaissait pas mon père, parce que ma mère était séparée de mon père. Et pour les gamins de mon âge, je n'étais pas du standard. Ce qui fait que j'ai grandi avec une forte frustration parce que je n'étais pas comme les autres. Et j'étais obligé donc d'inventer, toujours dans ma tête, un monde qui devait être l'idéal du monde. Donc j'ai grandi avec cette capacité de souvent inventer dans ma tête ce qui n'existait pas et qui devait être un monde idéal. Parce qu'en plus de subir les insultes, il y avait le problème de la misère qu'il fallait affronter au quotidien. Donc je vais juste vous donner quelques éléments en partant du lycée, de l'école de 6e, classe de 6e à Bafang. J'habitais chez des gens qu'on ne connaissait pas puisque je venais de Kekem. Donc on a demandé si ces gens pouvaient me recevoir chez eux. J'ai habité là-bas et chaque week-end, j'étais pas le seul qui venait on nous prêtait à des gens qui devaient travailler le café. Donc on attendait le vendredi soir de savoir le lendemain chez qui on devait aller cultiver le café. Mais pour avoir un peu d'argent pour moi-même, il fallait que j'aille chez mes enseignants. J'ai commencé avec mon professeur de géographie pour aller laver le sol chez lui et laver ses assiettes. C'est comme ça que je recevais 25 francs CFA pour chaque fois que j'allais chez un enseignant et laver les assiettes. Et en classe de 4e, parce que souvent les gens m'ont dit ils ont aimé la lettre que j'ai écrite à Obama, mais ma première lettre ouverte à un président, j'étais en classe de 4e, ma première lettre était écrite à Amadou Ahidjo. En classe de 4e, je vais en vacances à Yaoundé. La première fois que j'allais en ville ou dans une grande ville, j'habite chez mon grand frère qui vend l'huile de palme au marché Mokolo. Donc tous les matins à 7h, je dois aller chauffer l'huile parce que quand les dames allaient acheter, il fallait que l'huile soit chauffée parce qu'en chauffant, on avait un volume plus grand dont on en profitait. Donc j'ai chauffé l'huile dont je le vendais. À partir de 11h, mon grand frère venait et je devais aller chercher les bouteilles qu'on doit utiliser pour mettre l'huile. Et pour avoir ces bouteilles, il fallait que j'aille dans des quartiers riches de Yaoundé. Donc ça s'appelle le quartier Bastos, pour une industrie britannique qu'il y avait dans le quartier. Et je me suis retrouvé à visiter les poubelles des plus grands riches, dont les ministres. Et petit à petit, j'ai identifié chaque ministre dont j'ai visité la poubelle. Et j'étais étonné de ce que je retrouvais dans ces poubelles. Tout venait de France. De l'eau qu'on buvait, aux champignons de Paris, tout ce qu'on peut imaginer fait en France, c'est ce que les ministres mangeaient. Alors, je me suis donné pour travail j'avais au total 8 ministres, mais à la fin, j'ai fait un rapport sur 4, bien. Les 2 mois que j'ai passé à Yaoundé, chaque jour que j'allais dans la poubelle, j'ai décollé les étiquettes de tout ce qu'ils avaient consommé et je faisais la date à laquelle j'avais décollé ces étiquettes. J'étais sidéré, notamment pour l'eau, parce que le Cameroun, c'est
la deuxième pluviométrie au monde, mais j'étais étonné qu'un ministre boive de l'eau qui vient de France. J'étais en classe de 4e. Donc j'ai fait tout ce rapport et j'ai envoyé avec toute mon indignation et une lettre au président Amadou Ahidjo. Les gens m'ont dit, mais ils vont te tuer parce qu'Ahidjo ne conteste pas ses ministres. Mais j'ai pris le risque d'envoyer. Et quelques mois après, j'ai reçu la réponse du président qui disait que j'avais bien fait le travail et qu'il aurait souhaité que tous les Camerounais fassent de même. J'arrive à Douala parce que pour aller en seconde, il fallait faire 300 km. Donc je vais au lycée technique de Douala. Au lycée technique de Douala, j'étais le président de Club Photo Ciné. Hier, j'ai encore rencontré un de mes amis, depuis 29 ans, on ne s'était pas vu, qui est à Montréal. Et président de Club Photo Ciné, j'ai été étonné parce que je couvrais les événements avec les équipes du Club Photo Ciné et tous les papiers photographiques venaient de France. Et ça m'énervait. Pourquoi nous devons... Il y a une compagnie qui s'appelle Compagnie Soudanaise qui nous vendait les papiers. Et je voulais fabriquer les papiers photographiques au Cameroun. Mais j'étais à la section économique. Il y avait la section technique. Je n'appartenais pas à cette section. Donc, en plus de mes études d'économie, il fallait que je prenne en même temps des cours de physique et de chimie pour comprendre comment est-ce que ça marche déjà le papier argentique. C'est comme ça que ça s'appelle. Et je suis arrivé à travers les encyclopédies, à savoir quels sont les ingrédients qu'il fallait. Et malheureusement, tous ces ingrédients, il fallait faire venir de France. Et j'ai demandé à mon professeur, il s'appelait M. Longchamp, un Français, parce que c'était presque tous les professeurs. J'ai dit, mais pourquoi ce papier, nous devons l'importer? Il dit, parce que souvent, il y a des brevets. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a le brevet sur le papier? Puisque Lumière a inventé cette chose il y a 200 ans, est-ce qu'il dit, non, il n'y a plus de brevet? Et je lui demande, et pourquoi le Cameroun ne peut pas faire? Il dit, parce que personne n'y pense au Cameroun. J'ai dit, donc, je vais le faire. C'est lui qui me donne donc l'idée que je peux aller à une société française, compagnie soudanaise, où j'acquiers les matériaux. Mais il me manque un élément. C'était le bromure d'argent. Je passe par une pharmacie de Douala pour importer le bromure d'argent. Un matin, on me convoque à la douane de Bonanjo. On ne sait pas à quoi ça me sert. Donc, je découvre là que c'est avec ce matériau qu'on fabrique notamment les pièces de 25 francs. Donc, pour eux, je devais fabriquer de l'argent. Voilà. Ils ont confisqué, mais ils m'avaient donné l'idée. Je suis donc allé limer la pièce de 25 francs pour compléter ce qui me manquait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à fabriquer le papier photographique avec des éléments que j'avais achetés sur place. Donc, j'étais déjà avec cette rébellion dans la tête. Et en plus, il y avait j'ai réussi ainsi donc à faire des photographies de classe. C'est ça parce qu'il fallait que je me débrouille. Je faisais des photographies de classe et on faisait des photos couleurs qu'on faisait laver en France. Mon fournisseur français se rend compte que j'avais tout un pactole que je gérais parce que chaque classe au lycée avait compté environ 30 élèves. Et chaque élève, je faisais la photo avec chaque professeur principal. Et chaque élève voulait sa photo, et une photo c'était 500 francs CFA. Et je l'avais une photo environ 100 francs CFA. Donc j'avais presque 300 de bénéfices avec la douane que je payais. Et à un moment donné, mon fournisseur français me dit qu'il n'accepte plus de laver les photos. Je dis pourquoi, il ne me donne pas raison. Quelques mois après, je me rends compte que ce fournisseur français est venu s'installer à Douala, avec des appareils plus sophistiqués, puisque j'utilisais les appareils du lycée, pour faire exactement la même chose que je faisais. Donc, il m'a détruit mon marché. Et donc, j'entre ainsi en contact du système dominant, parce que je suis un pauvre qui cherche à faire son espace. Et donc, j'ai cette expérience qu'on m'écrase, j'ai cette expérience de mon propre modèle de l'État qui refuse que je fasse l'expérimentation du papier argentique. Et je décide de faire des cartes postales. Et en ce moment, il y avait un Français qui avait le monopole du marché des cartes postales. Donc, mais les images qu'il mettait dessus ne me plaisaient pas. Il mettait les images d'une Afrique, toujours des gens nus et tout ce qui est. Donc, j'ai fait des vraies cartes postales. Et c'est sûr, avec l'argent notamment de ces cartes, que j'ai l'argent pour payer mon voyage pour aller étudier en Europe.
C'est quelques éléments pour vous dire que j'ai grandi dans un modèle où je devais me battre moi-même. Je devais affronter un système. Donc, même quand je suis devenu économiste, je suis resté dans le côté pragmatique, toujours pour me demander comment est-ce qu'on peut joindre les deux bouts. Je suis peut-être le seul docteur en économie qui n'a jamais utilisé son diplôme pour travailler. Parce que lorsque j'ai enseigné, lorsque on m'a pris d'enseigner à Genève, ce n'était pas tellement pour mon diplôme, mais pour le succès que mon livre avait dans les écoles italiennes, de la même manière. Donc, je suis dans le pragmatisme. Il y a 14 ans que j'ai ouvert ma première société en Chine, personne ne parlait de Chine. Lorsque je suis allé, on m'a dit « Ah, là-bas, ils vont vous bouffer, c'est une société communiste. » Mais comme je suis contraint de réfléchir, de penser pourquoi, et donc c'est comme ça que je suis allé en Chine. Mais il faut faire un pas en arrière. Dans le cas de la politique, je me suis toujours dit, comment faire pour que la misère que j'ai connue dans mon enfance, que les autres enfants ne connaissent pas la même misère. Lorsque j'avais 12 ans, j'étais pousseur en Konsamba, dans le pouce. À 10 ans, je vendais les journaux dans la rue de Konsamba. Et je me dis, parce qu'il fallait, j'ai loué le pouce à 75 francs, et il fallait, quand vous preniez les affaires de quelqu'un, c'était 10 francs. Donc il fallait réussir à avoir même 7 personnes pour déjà avoir l'argent pour payer la location du pouce. Et je travaillais chez un grec, un français d'origine grecque, Gorzounian en Konsamba, pour trier le café. Et on était payé 35 francs CFA la semaine. Donc, pourquoi? Parce que c'est les enfants qui avaient les yeux pour voir les mauvais grains qu'il fallait trier. Donc voilà pourquoi les enfants travaillaient dans ces usines-là. Et j'ai travaillé dans ces usines. Et en avançant, je m'indigne contre ce système qui a fait que nous soyons des pays indépendants, mais qui acceptent l'esclavage qu'il y avait avant. C'est ce qui me pousse donc de ne pas seulement me contenter de mes affaires, mais de chercher en même temps comment est-ce qu'on peut changer la société. Et donc la question, je me la pose en Italie. Quand j'arrive en Italie, je dis, ils ont mis 500 ans pour nous coloniser, pour nous faire des esclaves. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous acceptions pendant un temps si long? Et pour y parvenir, il fallait que je découvre le mode de pensée des Européens. Donc, je commence donc à fréquenter, à l'université, je fréquente les jeunes de la droite à la gauche. Parce qu'habituellement, les Africains disent « Ah non, je préfère fréquenter seulement les gens de gauche parce qu'ils parlent un langage qu'ils connaissent. » Non, moi, je n'étais pas dans cette vision. Et je les fréquentais tous. Et en les fréquentant tous, je faisais des tests pour comprendre quel était leur niveau de réflexion par rapport au mien. Par exemple, un jour, je décide avec des camarades, je dis, je veux voir leur niveau d'intelligence. Alors, on va devant le réfectoire universitaire à Perugia, on met une table, on demandait des signatures des jeunes étudiants pour qu'on bloque les... En italien, ça s'appelle Cavallini de Bruxelles. Comment on dit ça en français? Les choux de Bruxelles, voilà. Le chou de Bruxelles, ça s'appelle comme ça juste de nom. Mais, donc, fait passer l'idée que ça venait de Bruxelles, on demandait à nos camarades italiens de donner la signature pour qu'on bloque l'importation des choux de Bruxelles. Et à la fin de la soirée, nous avons eu 2000 signatures. Cela montre l'ignorance même de ces jeunes. Parce que l'incapacité de comprendre, que Bruxelles fait partie, Bruxelles c'est la Belgique qui fait partie, en ce moment on appelle la communauté européenne. La communauté européenne est régie par l'échange libre des marchandises, dont on n'aurait rien pu bloquer, déjà à ce niveau. Deuxièmement, sur le produit lui-même. C'était un produit carrément bidon, puisque chou de Bruxelles, ce n'est que le nom, ce n'est pas que ça vient de Bruxelles. Avec ces éléments, donc, il y a des initiatives comme ça que j'ai menées pendant mon cycle universitaire pour comprendre la société. Et j'ai compris une chose à la fin, c'est que le système, la faiblesse du système, c'était la grande spécialisation des gens. Donc les gens, ils font une seule chose, ils restent sur cette chose. C'est comme ça que j'ai pris l'initiative de faire des cours par correspondance d'agronomie, d'électrotechnique, d'électronique, parce que, de mécanique aussi. Parce que je voulais une formation complète.
oui, être économiste, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Parce que si je devais rester dans ce que le système avait décidé que je sois, je n'aurais jamais été capable de voir le système dans sa globalité. Parce que le système formate les gens pour regarder dans une seule direction. Donc, pourquoi géostratégie africaine? Parce que le modèle que nous avons, c'est de la géostratégie, mais occidentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous disons, toutes les thèses que nous soutenons sont des thèses qui font l'apologie de l'Occident, même à notre insu, qui font la part belle au système, j'appelle ça système dominant, même à notre insu. Donc, la géostratégie africaine, c'est de dire, pour une fois, il faudra que nous commencions à penser, lorsque nous nous exprimons, à nous poser la question, est-ce que dans ce que je dis, je fais les intérêts de l'Afrique ou bien je fais les intérêts du système? Et pour le faire, il faut qu'on soit capable de regarder l'Afrique différemment. Parce que la géostratégie est utilisée dans le domaine militaire pour enseigner comment on protège une terre. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas protéger une terre que vous n'aimez pas. Et vous ne pouvez pas aimer une terre que vous-même vous dénoncez tous les jours comme étant la terre des misères. Donc, je suis obligé de passer par une sorte de déconstruction du mensonge que le système a érigé pour faire que nous ne soyons pas fiers de notre terre. Pour dévoiler tout ce que le système a mis sur le chemin qui nous empêche d'avancer vers notre prospérité. Donc, je dis toujours, cette géostratégie aurait dû précéder tout ce que nous apprenons, parce que nous sommes en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on ne peut pas avancer sans se poser la question de savoir quelles sont les armes de l'ennemi. Qui est l'ennemi? Quelles sont les faiblesses de l'ennemi? Quelles sont nos faiblesses? C'est à ces questions que je tente de répondre dans ces 4 tomes qui vont sortir. Le premier tome, vous l'avez déjà, ce premier tome est axé sur la politique. Le deuxième tome est axé sur l'économie. Donc, je cherche à optimiser toute mon expérience personnelle. Pour revenir au niveau d'Italie, non seulement j'ai fréquenté les jeunes au niveau de l'école, mais il fallait que j'accède à la salle des boutons. Il fallait que j'accède là où il y a le commandement. Et comment y parvenir? Dès 2007, j'adhère à un mouvement qui s'appelle Mouvement fédéraliste européen. C'est quoi le Mouvement fédéraliste européen? C'est le mouvement qui a été créé par Altiero Spinelli sur l'île de Ventotene en 1942. Ils étaient des intellectuels que le gouvernement fasciste avait mis en prison parce qu'ils critiquaient le système. Et pendant qu'ils étaient en prison, ils ont créé ce qu'on appelle le manifeste de Ventotene. Et sur ce manifeste, ils disent que si l'Europe avait été unie, il n'y aurait pas l'espace pour les dictatures. Donc, c'est ça qui va servir de base à la création de la communauté économique européenne. Lorsqu'on signe le traité à Rome, c'est parce que Rome est à côté de l'île de Ventotene. Donc, comme je fréquente donc, ceux qui sont à la base de la création de la fédération européenne. Donc, tout ce qui se passe à Bruxelles se passe qu'il y a des gens qui, dans l'ombre, proposent des choses pour faire l'avancée de la fédération européenne. C'est ainsi qu'à l'intérieur de ce mouvement, tous ceux qui sont commissaires européens ont milité dans ce mouvement. C'est dans ce mouvement que j'ai connu l'actuel président d'Italie, Napolitano, donc, qui était le président en Italie de ce mouvement. Donc, à travers ce militantisme, c'est comme ça que j'ai réussi à intervenir à Bruxelles pour leur expliquer où ils se trompent dans les relations avec l'Afrique. Donc, à chaque fois, j'ai toujours cherché de leur dire, voilà, vous vous trompez à tel niveau. Et j'ai toujours eu une réponse, non, les Africains nous aiment, non, les Africains ceci. Et à un autre moment, à partir de... je suis en Chine depuis 1998. En 2005, je fais un rapport que je vais présenter à Bruxelles, où je leur explique, le titre c'était « La Chine à la conquête politique et économique de l'Afrique ». Je leur dis, ce que vous avez aujourd'hui en Afrique, si vous ne changez pas de cap, vous serez bouffés par les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent mon rapport, ils s'asseyent dessus.
Je découvre quelques années après qu'ils sont allés à Pékin demander plutôt à la Chine de ne pas aller en Afrique, au lieu de changer la politique telle que je leur indiquais. Au même moment, je suis déjà en Chine. Je me pose la question, comment je peux accéder à ce qui compte en Chine? Et je trouve, comme je vous dis, je suis habitué à penser, je m'adresse à un groupe de cliniques suisses que je demande à représenter en Chine, pour faire que des riches Chinois aillent se faire soigner en Chine. Ça, c'était en Suisse. C'était pour moi le tremplin pour entrer en contact avec le monde qui compte. Parce que vous avez beau ouvrir n'importe quelle entreprise, ça ne dit pas que vous aurez le contact. Alors, donc, c'est comme ça. Donc, je vais négocier avec l'ambassadeur suisse à Pékin pour qu'il puisse faciliter les visas à ces personnes que je devais envoyer vers la Suisse. Et je m'inscris au club de golf, même si je ne sais pas jouer au golf. Mais grâce à cela, j'ai réussi, comme je l'avais fait dans le cas de l'Europe, d'entrer là où ça compte. Et encore une fois, de dire, l'Afrique, c'est comme ça, voilà ce que vous pouvez faire. Voilà donc, avec les mêmes rapports que je faisais à la Commission européenne, et qui sont suivis de fait, pour une fois. Et lorsqu'on revient... donc la géostratégie permettant, à travers toute cette expérience que moi j'ai eue sur le terrain, pour comprendre quels étaient les enjeux, de quel côté allait le monde, je cherche donc à décrypter quels sont les pièges du système. Parce qu'il y a un problème que nous avons eu en Afrique, l'Afrique manque de penseurs. Une des erreurs de nos prédécesseurs, de nos aînés, c'était de faire que tout le monde, tous les intellectuels soient obligés de choisir pour ou contre le gouvernement en place. Je retiens que c'est un piège. Et l'intellectuel n'est pas obligé de faire un choix de ce genre. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque je cherche à entrer en contact avec ce qui compte en Europe, je sais bien que c'est des gens qui piétinent l'Afrique. Mais mon objectif, c'est de changer les choses et non de rester derrière et de critiquer. De la même chose en Chine, je ne suis pas en Chine pour dire est-ce que le modèle chinois il est plus démocratique ou moins démocratique. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le pragmatisme. Ma question, c'est en quoi la Chine peut être utile pour l'Afrique. Donc, ce qui manque à l'Afrique, c'est les penseurs. Nous n'avons pas de penseurs. Et c'est quoi le penseur? Le penseur, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, se dit on n'est pas obligé de devenir ministre pour faire changer les choses. On n'est pas obligé d'adhérer à un parti politique pour faire avancer des idées. Donc, il faut que le penseur puisse fixer le cap. Le cap n'est pas dans l'urgence. Donc, tous les travaux que je fais, c'est parce que l'objectif, c'est dans 10, 20, 30 ans. Qu'est-ce que nos enfants diront de nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Et quand on se pose la question, on dit, nos parents n'ont rien fait. Nos parents étaient des subalternes. Comment inverser la chose? Comment faire que l'Afrique ne soit plus en dessous des autres? Donc, voilà ce qui m'a motivé de dire, au départ, qu'est-ce que je faisais? Beaucoup de gens m'ont connu, comme l'a dit le frère Aziz, il y a 2 ou 3 ans. Mais ça fait longtemps que je suis sur la scène. Comme je faisais des rapports, que ce soit à la Commission européenne, d'autres je le faisais notamment en Chine, mais un 3e rapport, c'était aux chefs d'État africains. Parce que dans la plupart des situations, je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux, ils sont juste naïfs. Parce que le système, il est tellement puissant pour l'infantilisation que ce n'est pas parce qu'on sort de la Sorbonne qu'on comprend quel est le mécanisme qui est en jeu. Or, en Afrique, on croit que le fait de brandir que je sors de la centrale de Paris, je sors de Dauphine, ça devrait suffire pour comprendre. Donc, je me suis évertué dans le temps à faire des rapports, de dire, lorsque un ministre se trompe, plutôt que d'aller à la télévision dire, tel ministre, je lui fais un texte, j'écris, je dis voilà, et j'ai une technique que j'utilise qui marche bien, peut-être à partir de demain, ça ne va plus marcher. J'ai dit, si le ministre s'appelle Youssouf Robert, j'ai dit, cher Robert, de notre conversation téléphonique d'hier, je te confirme telle chose, et j'écris. Pourquoi je le fais? Parce que si je ne fais pas ça, ce courrier que j'envoie ne va jamais arriver au ministre.
Donc, lorsque je mets personnel et confidentiel. Je sais bien que la secrétaire va lire, mais quand je vais mettre Robert, cher Robert, et je le tutoie, habituellement, c'est des gens qui ne me connaissent même pas. Comme je le tutoie, donc la secrétaire qui aurait dû bloquer ma lettre ne bloque pas la lettre, donc envoie. Donc ensuite, j'ai envoyé des textes, notamment sur les écartements de rails, qui sont différents, alors qu'on est le même pays. J'ai fait des textes sur l'identification des Africains, notamment la réunion de Sirte, où les ministres de l'Intérieur se retrouvaient, parce que je suis pour les États-Unis d'Afrique, mais il ne faut pas seulement que ce soit un slogan. Comme j'ai pris l'expérience avec ce que faisaient les Européens, donc j'ai cherché, en étant dans l'ombre, de faire avancer les choses. Donc l'important, ce n'était pas que mon nom apparaisse, c'était que les choses avancent dans une certaine direction. C'est à partir des crises libyennes, c'est à partir des crises ivoiriennes que j'ai décidé de dire, je sors de l'ombre pour beaucoup qui ne me connaissaient pas. Donc, ce n'est plus de former les dirigeants, il faut maintenant former le peuple. Donc, ce que j'écrivais aux dirigeants, j'ai décidé maintenant de l'écrire. Je faisais exactement la même chose. Il y a des gens qui sont étonnés que j'écris des dizaines de pages. Oui, parce que ça fait des années que je suis dans cet exercice-là. Parce qu'il faut toucher le fond des choses. Et il y a un message que je cherche de transmettre, c'est que nos jeunes qui lisent doivent comprendre que, contrairement à ce que le système nous a habitués à faire, le système nous a habitués à faire souvent des accusations qui ne sont pas fondées, de faire des discussions de bar, de dire du n'importe quoi, de prendre des légendes et de s'asseoir sur ces légendes, de faire toute une histoire. Donc je cherche à travers ces écrits d'enseigner à nos jeunes la rigueur. Lorsque vous affirmez quelque chose, soyez capable de dire d'où vous avez l'information, comment vous avez l'information. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le système ne s'attend pas que nous puissions réagir de la sorte. Parce que le système nous a formatés à être des enfants pérennes, des enfants à l'infini. Donc, lorsque nous sommes juste dans la dénonciation, nous nous comportons exactement comme le système attend de nous. Donc, la première indépendance mentale que nous devons faire, c'est de nous comporter de manière à surprendre le système. Voilà. Les vraies difficultés, c'est souvent avec les Africains. Parce que j'ai été surpris de constater que mes textes, j'ai 42 lycées en France qui sont abonnés à mes publications. Souvent, les enseignants me disent, voilà, vous dites des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Et parce que, c'est pour ça que j'ai dit, le système, notre bataille n'est pas contre un peuple, nous on est contre un système, parce que ce système n'a pas infantilisé seulement les Africains, il a aussi infantilisé les Européens, un peu comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de mes camarades italiens. Donc, j'ai été aussi surpris, souvent c'est des retraités européens qui disent, voilà ce qu'on a souvent pensé, on est prêt à donner un coup de main, même s'il y a une conférence, à être des volontaires. Bon, donc, vous avez des humanistes, des gens qui étaient déjà convaincus de certaines choses, mais qui ont été frustrés parce que après des années, ils n'ont vu aucun résultat. Donc, quand on vient avec une autre méthodologie, ils sont plutôt réconfortés. Bon, on m'a percé 2 fois les pneus de ma voiture, les 4 pneus. Et mon ordinateur, on a effacé mon hard disk 3 fois déjà, donc ça ne plaît pas à tout le monde ce que je fais. C'est naturel. Et souvent les gens demandent, vous n'avez pas peur qu'ils vont vous tuer? J'ai dit, nos parents et nos grands-parents ont eu peur d'être tués et nous on est restés des esclaves. Il faudra à un moment donné que des gens acceptent de se sacrifier. Il faudra que des gens acceptent de ne pas avoir peur de la mort, de se dire, parce que moi je me dis, même si en sortant de cette salle aujourd'hui, il devait me descendre, vous au moins, vous partirez avec la bonne nouvelle, vous allez continuer à disséminer la nouvelle. Donc ça ne va pas s'arrêter. Voilà ma démarche de publier, même à travers un livre. Voilà, il faut que... pour la Chine-Afrique, pour la Chine-Afrique, voilà, je vous ai dit plus ou moins comment je vois les choses. J'ai tenté les choses avec l'Union européenne, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on tente ces choses avec la Chine. Moi, je retiens que la Chine est le meilleur allié de l'Afrique, pas parce que la Chine fait quoi que ce soit en Afrique,
Parce que, comme je l'ai soutenu dans l'un de mes textes, dans la forêt, tous les animaux ont leur propre prédateur. Le système, jusqu'à maintenant, n'avait pas son prédateur. Et pour une fois, le système a un prédateur qui s'appelle la Chine. Et comme la Chine va s'occuper du système, ça nous laisse un espace pour nous développer, ça nous laisse un espace pour prospérer. Donc ça, c'est surtout le motif pour lequel je soutiens la Chine, parce qu'eux, ils occupent le système. Ensuite, par vos questions, on va continuer. J'avais créé une initiative Afrique 2021, parce que c'est bien beau de faire géostratégie, il faut passer à la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait au-delà des paroles? J'avais créé donc cette initiative qui consistait, l'objectif était de faire de l'Afrique la troisième puissance en 2021. Malheureusement, les adhésions que nous avons reçues provenaient souvent quand on regarde le IP de l'ordinateur qui a envoyé, ça se trouve dans une zone militaire en Europe. J'ai dit, bon, je veux bien qu'il y ait des Africains qui habitent dans cette zone militaire, mais ce n'est pas très compatible avec notre objectif qu'on veut développer les villages. Donc nous sommes passés au plan B. Le plan B, c'est j'ai complètement réécrit ma propre théorie économique qui n'est plus celle qui était contenue dans ma soutenance de 1981. Et c'est juste en observant que nous vivons dans un modèle économique où la richesse part de la ville vers le village. La richesse est créée en ville. Or, ça, c'est le modèle occidental. Cette richesse, en ville, vous avez 80% de la population en Occident et 20% dans les villages. En Afrique, nous avons 70% dans les villages. Cela veut dire que quoi? Lorsqu'en Afrique, on s'attend à ce que 30% de la population des villes crée des richesses pour soutenir les 100%, on est dans un déséquilibre. Et lorsqu'on va aussi voir dans ces 30%, est-ce que ces 30% font l'activité de création de richesses? Non. Ces 30% font, au meilleur, ils font de la spéculation. Ils sont comme le point de terminaison de l'économie occidentale. Si vous allez dans une ville comme Douala, et vous dites, quelle est l'activité principale de la ville de Douala? C'est l'importation. Qui s'enrichit à Douala? Ce sont des importateurs, ce n'est pas des industriels. Donc, si vous... et qu'est-ce qu'on mange dans la ville de Douala? La première chose, c'est le pain. Le pain enrichit qui? Le pain enrichit l'agriculteur européen et non l'agriculteur africain. Donc, ça, c'est le modèle dans lequel nous sommes, avec une spoliation qui ne dit pas son nom. Mon modèle tente à renverser toutes ces situations, partir de nos villages. Et qu'est-ce que nous faisons? Depuis ces 3 ans, on est sur le terrain. J'ai choisi donc, sur le papier, ce modèle marche bien, mais il faut maintenant vérifier sur le terrain si ça marche. Donc, j'ai choisi des villages camerounais comme laboratoire. On a pris 30 villages qu'on a sélectionnés souvent certains critères économiques parce qu'il faut que l'échantillonnage remplisse certains critères. Et dans ces villages, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons déjà identifié quelles sont les opportunités du village. Mais lorsqu'on arrive, on ne le dit pas aux villageois, on ne le dit pas. On leur enseigne déjà c'est quoi la géostratégie. La géostratégie consiste déjà à regarder différemment votre territoire, à ne pas penser que le paradis se trouve ailleurs. Il faut que les gens comprennent que le paradis, ils sont assis sur la richesse. Et c'est à eux maintenant, avec nous, on est dans un exercice pour qu'ils puissent découvrir eux-mêmes quelles sont ces richesses. Bon, nous avons identifié par exemple l'eau. L'eau, c'est une richesse. On a 3 richesses qui viennent principalement de l'eau. La première richesse, c'est le fait que nous avons identifié toutes les sources d'eau minérale pour faire en sorte que le village ait son eau minérale qui porte son nom et tout ça autour du chef traditionnel. Parce que le système a transformé les chefs en des mendiants. Ce qui fait que lorsqu'on peut toiser le chef, c'est-à-dire qu'on a toisé toute la population. Donc, je cherche à remettre un peu ce chef au centre de notre modèle démocratique, parce que nous avions aussi une organisation territoriale qui n'est pas ce qu'on a voulu nous imposer, parce que je dis, la méthode de la démocratie, c'est une méthode mensongère, où c'est celui qui peut mentir le plus qui va convaincre les gens. Or, nous, lorsqu'on revient au niveau du village, on sait qui est qui. Donc nous, le premier élément de l'eau, c'est l'eau minérale. L'eau minérale, nous avons fait des calculs. Avant de vous dire, le deuxième élément, c'est produire l'électricité dans les villages. Donc, on a identifié toutes les sources d'eau, les chutes d'eau, qui font qu'avec une turbine, le village peut produire son électricité et vendre le surplus à l'entreprise étatique qui s'appelle EDC.
En distribuant l'eau dans toutes les maisons, nous réussissons à faire qu'il y ait un forfait que les habitants payent. On a fait par exemple le coup dans un village qui s'appelle Banka, où le village compte 30 000 personnes, et en payant 1000 francs CFA par mois, on se rend compte qu'on a 30 millions de francs CFA qui entrent par mois juste avec de l'eau qu'on réussit à distribuer dans la maison. On a un autre élément, la terre. La terre, c'est une ressource. Pouvoir identifier quelles sont les terres qui se prêtent par exemple à la cimenterie. Nous avons des villages qui vont produire le ciment à 1500 francs CFA, le sac de ciment, alors que dans le marché, on a le sac de ciment à 5000 francs. Dès lors que le village peut produire le ciment, ça veut dire que le village peut construire des habitations à ces gens, on peut réorganiser le village, on peut construire les hôpitaux, on peut construire Donc, pour faire tout ça, on a un autre élément, c'est le carrelage. On n'a pas besoin pour avoir les toilettes, parce que dès lors que nous allons mettre l'eau dans les maisons, il faudra que des gens aient des WC, il faudra que des gens aient des systèmes de carreaux et tout ça. Et on ne va pas l'importer, tout est là, on va chercher à le fabriquer sur le terrain. Donc, un troisième élément, c'est l'agriculture. Le système a réussi à pousser les gens, on fait le café et le cacao, le coton, tout ce qu'on veut. Et quand quelqu'un croit se démarquer de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers un chemin qui est déjà prédisposé par le système. Il dit, je fais l'élevage. Mais c'est un piège, l'élevage, parce qu'il ne maîtrise pas tout le système. Lorsque j'ai travaillé à la coopérative fédérale, j'ai travaillé au pouvoir provincial de Victoriaville, non loin d'ici, et j'ai constaté que le pouvoir, il était provincial. C'est-à-dire qu'avant de parler de l'élevage de poussins, on n'a que sur le domaine stratégique, le poussin est donné à, par exemple, l'équivalent de 30 francs CFA. Or, aujourd'hui en Afrique, le poussin est vendu à 500 francs CFA. Lorsque vous achetez le poussin à 500 francs CFA, vous ne pourrez jamais concurrencer un poulet congelé qui vient de France. Donc ça, c'est le piège qui est tendu. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est de dire à la population, non, attention, pas ce que le système a voulu que vous fassiez, mais qu'on puisse mettre sur pied, par exemple, nous allons faire le tournesol, faire l'huile de tournesol, pour remplacer les champs de café. Quel est l'avantage de tout ça? C'est que disparaît un élément, le tribalisme. Le système que nous avons aujourd'hui fait que l'Africain a comme un interlocuteur économique le blanc. Dès lors qu'un village peut faire son huile ou bien son eau, il faut qu'il cherche à vendre à un autre village. En cherchant à vendre à un autre village, le système, il est obligé de se faire gentil. Donc, cet élément de tribalisme qu'on a créé va disparaître de lui-même. J'ai fini. Un dernier élément, ensuite on va compléter dans les débats, c'est l'industrie. Dans l'industrie, nous nous sommes attaqués à la mécanique, qui est l'industrie automobile. J'ai fait 12 ans dans une ville qui s'appelle Turin, et j'ai passé 12 ans à comprendre comment fonctionnait le mécanisme. C'est pour ça que j'ai dit, tout Africain, là où il est, doit espionner le système pour faire profiter à l'Afrique. Et j'ai découvert à la fin qu'aucune marque automobile, que cette marque s'appelle GM, que cette marque s'appelle Ford, Renault, ne fabrique les pièces qui sont dans la voiture. Ces marques s'adressent à des sous-traitants qui fabriquent des pièces selon les cahiers de charges qu'ils fournissent. Et nous, on a fait la même chose. On a fait que des chefferies, sur la base des activités qu'ils vont avoir, ils vont finir par avoir leur propre marque de voiture parce que les sous-traitants nous ont déjà donné une cotation qui fait qu'une voiture neuve revient, par exemple, au Cameroun à 3 millions de francs CFA, de quoi s'attaquer au marché d'occasion. Pourquoi j'ai insisté sur ce point de l'automobile? Parce qu'il faut désacraliser certains domaines. Tel que je vous explique, c'est tellement simple que la pare-brise de la voiture, ce n'est pas Renault qui le fait, c'est une société qui s'appelle Saint-Gobain, c'est un autre concurrent qui s'appelle d'une autre manière. La carrosserie de la voiture s'appelle Pininfarina, même si c'est à Turin, ce n'est pas la Ford qui fait ses carrosseries, c'est une autre société qui fait ses carrosseries. Le pneu de la voiture, c'est Michelin qui le fait, c'est Pirelli qui le fait, c'est Goodyear qui le fait. Donc, une fois qu'on a maîtrisé cela, on va exactement vers les mêmes sous-traitants, on leur dit, nous voulons faire une voiture. Et donc, dans une voiture, nous avons 75% qui sont faits de ferraille. Nous voulons arriver à ce qu'un territoire, nous avons réuni dernièrement 12 chefs de la Ménois. Dans ce territoire, il y a de l'acier. Il faudra arriver à faire que le châssis de la voiture, que ce soit produit sur place.
Parce que si au début, nous importons toutes les pièces, on veut petit à petit remplacer les pièces qui sont importées. Parce que je ne vous ai pas dit une chose, que tous ces projets, on ne demande pas l'aide de l'État, on ne demande pas de prêt à la banque, mais on mobilise les enfants de la chefferie, les enfants du village, où qu'ils soient dans le monde, en fonction de leurs compétences. Ça, c'est la première banque de données que nous établissons. Bon. Et je m'arrête là et on va continuer ensuite par, à travers la conversation, je vais peut-être entrer dans les détails d'autres choses. Je vous remercie.